présenté tout à l'heure comme psychologue clinicienne, tu travaillais donc à l'hôpital de Flers. Voilà, donc tu es depuis peu à la retraite. Et puis tu as traversé donc ces 2 dernières années de pandémie avec toutes les questions aussi qui sont venues vous traverser. Et puis la question aussi de l'organisation de votre travail aujourd'hui. Je te laisse la parole. Ok. Oui, donc effectivement, à cette intervention initialement prévue à 3 voix. Mes 2 ex-collègues ne peuvent être présents aujourd'hui. Et moi, je ne fais plus partie du personnel hospitalier jusqu'à la retraite. Et donc, je voulais préciser qu'il n'y a aucun représentant du centre hospitalisé de Flers à intervenir aujourd'hui. Alors donc, du coup, j'ai repris à mon compte l'intégralité de ce propos sur l'utilisation et l'évolution de la fonction du psychologue. Donc, avec les collègues, on avait prévu, bien sûr, de nous partager la mission. L'une devait illustrer avec des vignettes cliniques et l'autre intégrer des éléments d'analyse. Donc, puisque je suis tout seul, je vais faire. Je vais présenter quelques vignettes cliniques, ce qui a été plus difficile que prévu, parce qu'en effet, je suis stupéfaite de la rapidité avec laquelle l'horticulture et la botanique m'ont déconnecté de la vie professionnelle. Moi, je suis en retraite depuis le 1er avril quand même. Et de plus, mes dossiers personnels, mes notes personnelles, ayant fini leur vie dans la broyeuse à papier, les collègues peuvent en témoigner, j'étais obligée de faire appel à ma mémoire qui, comme chacun sait, n'a qu'une unité en tête, c'est de jouer des tours. Et quant à l'analyse, j'ai fait de mon mieux. Donc je vous raconte tout ça pour solliciter votre indulgence et je vous en remercie. Alors qu'en est-il de l'utilisation de la psychologie? Parce qu'effectivement, Jean-François a parlé d'instrumentalisation des psychologues, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que la psychologie est utilisée à des fins non soignantes. Puisque dans un entretien à Carnopsy, David Collin, historien, rappelait qu'en 1895 paraissait l'ouvrage de Gustave Le Bon, La psychologie des foules, et qu'en cette fin du XIXe siècle, la psychologie était utilisée dans la vie politique, économique et sociale, notamment face aux mouvements de masse. De même, pendant la Première Guerre mondiale, la psychologie a été utilisée pour concevoir des campagnes militaires. Alors que Freud, avec la psychanalyse, cherche à libérer les individus de leurs pulsions et à accéder à une meilleure connaissance d'eux-mêmes, la psychologie, dans certains domaines, est utilisée, exploitée à des fins notamment commerciales. Les publicitaires de l'époque se sont emparés de la psychologie comme d'une véritable mine d'or. Peut-être connaissez-vous la très célèbre phrase du publiciste Ernst Ditscher: aux femmes, ne vendez pas des chaussures, vendez-leur de jolis pieds. Et lors d'une précédente journée de santé mentale France à Alençon, un collègue psychologue nous a raconté comment, dans son emploi précédent, il concevait des jeux vidéo avec l'objectif de rendre les joueurs addicts. Maintenant, ce collègue travaille en addictologie et s'intéresse bien sûr à la gestion en jeu. Je pense qu'on peut être tout à fait performant dans le domaine. Et moi, une de mes patientes, puisque je vais essayer d'illustrer mes propos, une de mes patientes m'expliquait comment elle est devenue addict aux jeux d'argent en ligne. Quand elle a commencé à venir me voir, elle n'était absolument pas question de ce symptôme, elle venait pour une toute autre raison. Au bout de quelques mois, se sentant mieux, elle décide d'interrompre nos entretiens. Et quelques mois, peut-être 1 an plus tard, elle revient. Et c'est là qu'elle me confie cette addiction. Alors elle m'explique qu'elle avait toujours joué, mais des sommes modiques ne mettant pas son budget en péril. Elle achetait des jeux de grattage, gagnait, perdait, sans incidence majeure. Puis elle s'est mise à jouer en ligne. Et là, elle a perdu la coquette somme de 40 000 € en quelques mois. Au début, elle jouait, gagnait un peu, perdait, gagnait beaucoup, jusqu'à quand même quelques milliers d'euros. Puis ne gagnait plus, donc elle se raisonnait et arrêtait. Puis recommençait quelques temps plus tard. Gagnait de nouveau, y retournait, perdait, gagnait, enfin voilà. Elle me disait qu'elle était tout à fait consciente qu'existait une stratégie déployée pour la piéger. Comme quoi, être conscient ne suffit hélas pas à stopper l'engrenage dans lequel on est pris. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de rencontrer l'équipe d'addictologie. La psychanalyse elle-même a été détournée de sa finalité thérapeutique au profit par exemple de l'identification des mobiles d'achat. Margaret Penberg, dont la mère était psychiatre et qui avait pour majeur à Harvard la psychologie, a mis à profit ses connaissances dans ce domaine pour développer Facebook, rappelle David Collin dans son même Carnopsy. Chacun peut percevoir à quel point l'utilisation de la psychologie et de la psychanalyse peut être éloignée du soin et comment l'inconscient peut être récupéré.
Il n'y a bien que la psychiatrie, pardon, la santé mentale, pour se désintéresser de cette notion d'inconscient et de toutes les connaissances apportées par la psychanalyse sur le fonctionnement psychique au profit des neurosciences, au lieu de les faire coexister dans l'idée d'un enrichissement mutuel. Dieu merci, certains arrivent néanmoins à dépasser ce clivage, puisque nous-mêmes à Flers, nous avons travaillé il y a un certain temps avec un chef de pôle, ardent défenseur des neurosciences en toute bonne entente, dans le respect mutuel des outils thérapeutiques de chacun. Partisan de la réhabilitation psychosociale, il n'a jamais remis en cause le projet inspiré de la psychothérapie institutionnelle à l'hôpital de jour, hôpital de jour dans lequel j'ai travaillé de nombreuses années. Ayant parfaitement compris que l'objectif était le même si les méthodes étaient quelque peu différentes. D'ailleurs, ce psychiatre nous avait invités, Pascal tu te souviens, et moi, à intervenir lors d'un colloque sur la réhabilitation psychosociale, afin de présenter nos expériences respectives dans le souci et le respect de la pluralité des modes de soins. N'oublions pas que l'être humain est un être bien sûr biologique, mais aussi historique, social et psychique. Que ces dimensions sont en interaction permanente, personne ne peut affirmer qu'une d'entre elles primerait sur les autres. Et je tiens quand même à vous faire remarquer que la psychanalyse, qui n'est pas la bienvenue dans les soins psychiques, voire interdite, a toujours une excellente réputation près de l'élite intellectuelle et culturelle, les acteurs, les écrivains, les politiques, et que même dans des établissements qui soutiennent à fond les projets de réhabilitation psychosociale, invitent des psychanalystes, et il y a du monde à participer. Donc ce qui est bien pour certains ne l'est pas pour d'autres. Et y aurait-il une question comptable derrière tout cela? Ce n'est bien sûr qu'une question. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'utilisation de la psychologie et des psychologues? Des psychiatres, on n'en entend pas parler. Peu parler. Alors, les psychologues, ils sont partout. Et j'ai discuté hier avec une collègue qui écoute beaucoup France Inter, et elle me dit, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un psychologue invité, voire 2 fois par jour, sur tout et rien. Alors, qu'attend-on de nous? Pompiers, magicien, mouchoir, coach, régulateur social, normalisateur, expert. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes très demandés. Bien sûr, dans beaucoup de disciplines médicales, mais aussi prison, addiction, précarité, pompiers, policiers, soignants, étudiants, deuil, accident de la voie publique, etc. Quelle popularité allez-vous dire? Alors, devons-nous répondre à toutes ces demandes? Nous sommes mis en demeure de devoir soulager toutes les souffrances, de colmater toutes les pertes, et ce, bien sûr, dans des plus brefs délais. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ce, de façon individuelle, sans interrogation sur ce qui provoque ces souffrances. Il faut soigner le poisson sans même contrôler la qualité de l'eau du bocal. Je ne suis pas sûre que ce soit l'expression exacte, mais c'est ce que j'en ai retenu, beaucoup marqué, ça fait plusieurs années, mais ça c'est inscrit. Jean-François, je te souviens, c'est toi qui avais repris cette formulation. La formule exacte, oui, je voilà. crois, c'est on ne peut pas s'occuper de la santé des poissons sans s'occuper de la qualité de l'eau. Voilà, l'esprit était quand même. Ou de l'air du temps pour les humains. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'individu est responsable de son bonheur et de son malheur. La souffrance est mal vue, elle gêne. Nous sommes face à une injonction au bonheur. Si on a le malheur de se plaindre, nous sommes priés de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Il faut positiver. Ok, mais alors, que fait-on de nos problèmes? On ne les affronte pas, on ne tente pas de les résoudre. On les balaie, mais ce qui est mis de côté ne disparaît pas et continue de nous influencer de façon plus ou moins validante. Une personne à qui on va demander de positiver ne se sent pas entendue dans ses difficultés. Et toute personne qui montre sa souffrance, même transitoire, est renvoyée vers le psy. L'écoute est centrée sur l'individu, sans réintégration du collectif qui pourrait être étayant. En pathologisant cette souffrance, on fragilise des gens. On les dépossède de leurs ressources internes et environnementales. Les professionnels viennent se substituer aux communautaires. Pleurer, avoir du chagrin, sont des réactions saines qu'il faut respecter quand on est confronté à des événements douloureux. Quand on est en deuil,
On a besoin d'être serré dans les bras. On a besoin d'avoir une présence tranquillisante près de soi. Pas d'un psy. Sauf bien sûr si ce deuil se transforme en deuil pathologique. Et d'ailleurs, à ce propos, des présences physiques réconfortantes, avec le Covid, parce que je travaille en psychiatrie, mais je travaille aussi je travaillais en psycho-oncologie digestive et notamment en médecine ambulatoire et en chimiothérapie. Donc pendant cette période de Covid et ces fameuses mesures barrières, ce contact physique si réconfortant était interdit. Et si moindrement vous outrepassiez cet interdit, c'était avec un fort sentiment de culpabilité, pourvu que je n'ai pas refilé le Covid. Vous pouvez l'avoir sans savoir. J'ai vécu ça dans les services. Quand tu imagines une personne hospitalisée, apprend qu'elle a un cancer, pas de visite, seule avec son angoisse, et nous, psychologues, debout dans la chambre, parce qu'il ne fallait pas qu'on s'assoie sur la chaise non plus, debout dans la chambre, en blouse et masqué. Il ne fallait pas s'asseoir, il fallait respecter la distance. Seul moyen de communication non verbale, le regard. Donc on sait que dans la rencontre avec le patient, effectivement, tout ce qui est autour de la parole, il y a aussi la posture, le silence. On observe le patient qui lui-même nous observe, enfin, il y a toute une communication qui s'instaure. Alors, et que dire des familles qui ont perdu un proche pendant cette période sans pouvoir l'accompagner? Quelle souffrance! J'ai rencontré des familles plus tard, parce qu'on n'avait pas le droit non plus de recevoir, on voyait les malades hospitalisés, mais il était hors de question de voir les familles, de toute façon, elles n'avaient pas le droit de rentrer dans l'hôpital, donc le droit était réglé. Par quelquefois, on les avait au téléphone, mais après, quand elles ont pu revenir, quel désespoir et quelle colère. Même dans les inhumations, ils ne pouvaient pas aller dans les inhumations, je crois que là, il y a vraiment des deuils qui sont vraiment très difficiles. Et le lien social, donc si nécessaire, est devenu brutalement avec le Covid un lien mortifère. De source de réconfort, il est devenu source d'anxiété, de culpabilité. L'autre, dont on a tant besoin, est devenu potentiellement dangereux. Et donc, pour revenir à ce que je disais avant, en parlant du deuil, même des deuils extrêmement traumatiques peuvent parfois se vivre sans l'intervention d'un psy. Comme vous le savez, bon, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, vous allez en parler si je l'ai dit. Comme vous le savez, un événement traumatique se situe dans la réalité extérieure, alors que le trauma est une réalité subjective. Celui-ci surcharge les aptitudes psychiques par un excès d'excitation qui produit une effraction psychique à l'origine de la douleur psychique. Et cette surcharge empêche de penser le trauma et donc de pouvoir le dire et le contenir. Mais personne ne sait à l'avance ce qu'un événement traumatique déclenchera chez un individu. Ce peut être une crise passagère, un stress plus ou moins intense, ou bien un trauma sévère. J'ai lu quelque part, je n'arrive pas à me souvenir où, que les Anglais appelaient ça le tea-bag factor, c'est-à-dire l'impossibilité de connaître la force de résistance d'un sachet de thé avant de le plonger dans l'eau bouillante. Et j'ai suivi moi-même, il y a quelque temps, une dame qui a perdu sa fille de façon extrêmement tragique. Cette dame, sa fille avait 25 ans à peu près. Cette dame m'avait été adressée par une collègue qui l'avait reçue avec son mari, dans un premier temps, et devant le contexte hautement traumatique, notre collègue a proposé à chacun d'entre eux un suivi avec un psychologue, ce que tous deux ont accepté. Bon, donc moi j'ai suivi la dame et un de mes collègues a suivi le monsieur. Donc cette dame est venue à quelques rendez-vous, sans me souvenir 5, pas plus. Et 5 rendez-vous qu'elle a utilisés pour mettre du sens à ce qui arrivait, faisant des liens avec la réalité économique, sociale et politique, ce qui lui a permis de penser l'événement traumatique en le réinscrivant dans un contexte lui invitant ainsi le trauma. C'est son fonctionnement psychique défensif qui lui a permis cela, lui évitant l'éclatement, la fragmentation des structures du moi, même si elle pleurait beaucoup et que le désespoir était profond. Cette dame a reçu de la part de son environnement familial et social un grand soutien, lui permettant, disait-elle, de continuer à vivre. Il n'y a pas eu non plus de fragmentation de sa perception de son environnement. Donc, après ces 5 rendez-vous, elle m'a dit qu'elle ne ressentait plus la nécessité de poursuivre une rencontre, tout en demandant si j'acceptais de la recevoir de nouveau si elle en éprouvait le besoin. Ce qu'elle a fait à 3 reprises. 2 fois pour des entretiens uniques
et la troisième pour 3 entretiens. Et donc ces demandes coïncidaient à chaque fois avec des événements provoquant la reviviscence de l'événement traumatique. Et là, comme je partais à la retraite, j'avais anticipé que mon collègue partait aussi en même temps que moi. Donc, cette dame et ce monsieur, donc on ne pouvait plus les recevoir, hein, bien évidemment. Donc, c'est la collègue qui les avait vus initialement qui s'était engagée vis-à-vis d'eux s'ils en sentaient besoin. Hein, et donc là, il ne s'agit pas, hein, dans une proposition d'entretien de compassion. Hein, la souffrance psychique n'a pas besoin de compassion, mais elle réclame des lieux qui la prennent en compte afin de l'apaiser. Hein, je pense qu'il est indispensable de prendre le temps de voir comment la personne va ou non, mettre en place les raménagements psychiques nécessaires pour faire face à la confrontation et à l'élaboration de l'événement traumatique avant de le pathologiser. Boris Cyrulnik le disait dans un article de 2015, on psychiatrise la tristesse. En oncologie, par exemple, suite à l'annonce d'un cancer, des mécanismes de défense, tels l'isolation, le déni partiel, etc., ou des sentiments comme la tristesse, la colère peuvent apparaître. Les soignants alors s'inquiètent et nous interpellent. Pourtant, souvent, une écoute bienveillante, des explications claires peuvent être rassurantes. Mais on sait bien que l'angoisse est contagieuse et que les soignants, bien sûr, tentent de s'en protéger. Notre travail consiste alors, à mon sens, à une écoute des soignants plutôt qu'à une intervention immédiate auprès des patients. Et ça aussi, il n'y a pas de case pour cocher ça. Et quand je suis partie à la retraite, et là je vous assure que ça m'a vraiment fait très très plaisir, une infirmière, donc une médecine ambulatoire, m'a dit que c'est dans l'office, lors de nos discussions, qu'elle a appris le plus de choses sur la psycho-oncologie. En effet, avant le Covid, j'avais pour habitude de me rendre systématiquement dans l'office et de m'asseoir avec les soignants présents. C'est là qu'ils me confiaient leurs inquiétudes pour les patients et nous en discutions. Les discussions informelles autour de bons objets oraux, le gâteau et le café, parce que qu'est-ce qu'on boulotte en soins somatiques, sont très opérationnels. On voit bien là aussi comment les liens entre différentes catégories professionnelles contribuent à améliorer la qualité du travail. Et il est vrai que les « oh là là, il faut absolument que tu passes voir monsieur machin, madame truc, c'est sa première chimio, il pleure. Ça a vraiment fortement diminué. Le problème, c'est qu'avec ce fichu Covid, j'ai été interdite d'office, priée de mettre ma blouse blanche avec mon nom, ma fonction inscrite dessus. Ça rigolait plus. Hein. Et les soignants ne pouvaient être que 3 dans l'office en se tournant le dos. Vous reconnaîtrez que ce n'est pas très pratique pour communiquer. Donc ça s'est arrêté comme ça. Et donc ces interpellations de la part des soignants vis-à-vis des psychologues se comprennent. Elles ont en effet très souvent un réel manque de temps. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Leurs interventions auprès des patients se font trop souvent dans la précipitation et la rapidité. L'urgence d'une intervention somatique, technique, ne permet pas la disponibilité psychique. On leur dit, mais ça ne prend pas de temps d'écouter un patient pendant un soin. Essayez, vous verrez. Si l'esprit est absorbé par l'organisation et la technicité du travail, il n'y a pas ou peu de place pour la disponibilité psychique. Mais effectivement, quand on demande réellement un peu de temps, alors oui, bien évidemment, c'est de l'écoute. Cette écoute des soignants, elle est indispensable aussi dans les services de psychiatrie. À l'hôpital de jour, par exemple, je disais tout à l'heure que j'ai exercé durant de nombreuses années, c'est ensemble dans nos réunions quotidiennes du matin, grâce à nos échanges et à notre réflexion commune, que les tensions s'estompaient, que les mouvements transférentiels et contre-transférentiels émergeaient. Et ça ne se protocolise pas, ça se fait dans le lien interprofessionnel. Tout ça pour vous dire que notre formation, la mienne en tout cas, nous apprend qu'une demande, s'il faut bien évidemment la recevoir, ne nécessite pas nécessairement une réponse immédiate. Décalée, différée, peut s'avérer thérapeutique. Quand la collègue qui intervient dans le service maternité-gynécologie est pour une raison ou une autre absente, et qu'une patiente ne va pas bien, le CLP est interpellé, le secrétaire est là, pourra témoigner, le CLP est interpellé avec pour message qu'un psychologue rappelle le service de toute urgence. Ce que nous faisons. Il m'est arrivé à plusieurs reprises donc d'être dans cette situation. Alors que se passe-t-il? Nous rappelons le service pour nous informer de la situation et nous demandons les coordonnées téléphoniques de la patiente en souffrance et nous appelons cette patiente, qu'elle soit encore hospitalisée ou le plus souvent rentrée chez elle. À chaque fois,
Le simple fait de parler au téléphone avec la patiente de ce qui l'a tourmenté a suffi, soit à différer le rendez-vous jusqu'au retour de la collègue, soit même à ce qu'il n'y ait aucune suite, celle-ci ayant surmonté toute seule son moment de détresse. On voit bien là comment les soignants peuvent être happés par ce que donne à voir un patient à un temps T et y répondre par l'immédiateté sans laisser au patient le temps de se récupérer. Ça rejoint là ce que je disais tout à l'heure, la souffrance n'est pas supportée, elle doit disparaître et pour ce faire, recours aussi. Temps psychique et temps chronologique ne se chevauchent pas. Être psychologue, c'est pouvoir choisir quand il est opportun d'intervenir, quand il est opportun de s'abstenir, quand il est opportun de différer. La psychothérapie, c'est pas comme la kinésithérapie, ça ne se prescrit pas. Ça se suggère, ça se travaille en amont, ça se discute, mais ça ne se prescrit pas. Et surtout pas pour une durée déterminée. Chacun son temps d'élaboration. J'y reviendrai aussi tout à l'heure avec les mesures des assises. Et pour rappel, la licence de psychologie a vu le jour en 1947, au moment où la psychologie est devenue une discipline à part entière, rattachée aux sciences humaines, et non plus comme une branche de la médecine ou de la philosophie. Et c'est en 1971 que la fonction publique hospitalière propose une ébauche de notre statut, le décret Boulin, sur lequel la loi relative à la protection du titre s'appuie. Cette loi, en plus de défendre et réglementer notre profession, fonde la psychologie comme une discipline autonome, non subordonnée à une autre discipline. Il y en a qui ont un peu de mal à accepter ça. Je ne précise pas la catégorie professionnelle. La circulaire du 30 avril 2012 réaffirme et reprécise nos conditions d'exercice. Notons aussi que depuis 1998, l'inscription sur le registre ADELI auprès des ARS est obligatoire. Les psychologues ne sont donc pas sans statut. Ils ne sont ni médecins, ni paramédicaux, même s'ils exercent dans le champ de la santé. Nous sommes issus des universités de lettres et sciences humaines, même s'il est vrai que notre formation comprend des UF relevant des sciences annexes, mathématiques, biologie, physiologie. De par sa formation, le psychologue, clinicien en tout cas, s'intéresse aux conflits sous-jacents en allant au-delà du symptôme et en redonnant sa valeur humaine au conflit. Appréhender l'humain dans sa subjectivité impose l'apport des lettres et des sciences humaines. En tout cas, c'est mon point de vue. Depuis quelque temps, un fantasme est apparu, celui de la normalisation. Les patients doivent être amenés du côté de la normalité. On nous incite, donc, pour ce faire, à protocoliser notre pratique, à la quantifier, à l'évaluer avec des échelles. Ce souci de normalisation l'emporte parfois sur le respect des défenses protectrices mises en place par les sujets face à un extérieur, un monde susceptible d'être anxiogène, angoissant. Or, on sait bien que, entre guillemets, dynamiter les défenses, il suffit de dynamiter une seule défense, si elle est essentielle, peut confronter le sujet à une recrudescence de l'angoisse dont il cherchera bien sûr à se protéger par la mise en place de comportements tels l'agressivité, l'automutilation, la persécution, l'agitation, etc. Ou au mieux, à le plonger dans la perplexité. Alors, effectivement, un toit pour tous à l'école, ok, mais dans quelles conditions et avec quels moyens? Tous pareils ou droit à la différence avec des mesures adaptées? Égalité ou équité? Pas la même chose. Comment prendre le temps d'écouter, de réfléchir, de considérer l'autre dans sa singularité et l'humain dans toute sa complexité est-il articulable avec cet amour immodéré actuel pour les protocoles, les procédures, les chiffres et les tableaux? La formation des psychologues est passée d'une formation entre guillemets intellectuelle, si on peut dire, on avait un diplôme universitaire de 3e cycle. Aujourd'hui, c'est un des Master 2, on est passé donc d'une formation entre guillemets intellectuelle à une formation plus pratique, professionnalisante comme ils disent. L'université doit professionnaliser comme les écoles. Et donc d'un statut de psychologue-chercheur, d'où notre amphi, formation, information, recherche, etc. Une tentative de nous passer un statut de technicien du côté du paramédical, de nous inscrire dans une fonction de colmatage plutôt que dans une fonction d'accueil et d'écoute de la souffrance.
Et d'ailleurs, quand on parle d'utilisation de la psychologie dans une fonction de colmatage, hein, là aussi, je vais revenir au Covid et au premier confinement. Hein, nous avons été obligés, hein, comme chaque hôpital, de mettre en place une plateforme d'écoute. Nous n'avons eu aucun appel. On avait tous pris un temps bien organisé, ça n'a pas été simple avec la direction, mais ça je ne vais pas vous le raconter. Donc nous n'avons eu aucun appel. Donc ces plateformes ont été très peu utilisées sur tout le territoire, même dans les zones comme dans le Grand Est où il y avait énormément de cas, plus que chez nous effectivement, mais relativement peu par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Donc à croire que les besoins des soignants se situaient ailleurs. Ils étaient dans l'action. Or, l'action est un excellent moyen de défense contre l'anxiété. Agir donne l'impression de contrôler, d'être utile. On s'est aperçu qu'en fait, c'est au sein des équipes, c'est le lien hein, au sein des équipes, les ressources des groupes soignants qui étaient aidants. Soutien mutuel, solidarité, échange. Ils avaient surtout plus besoin de sécurité physique, être et se sentir protégés, ainsi que leur famille, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les soignants, quand ils rentraient chez eux, ceux qui étaient en service Covid, ils avaient la consigne de rentrer par leur garage, si on avait un, de se déshabiller, de prendre une douche avant de réintégrer la cuisine et la famille et les enfants. Donc c'était une situation très anxiogène. Donc on sait bien que les échanges dans les groupes de pairs sont facteurs d'équilibre mental. Les attentes s'adressaient plutôt à leur hiérarchie, avec un besoin de reconnaissance de leur travail par cette hiérarchie. Besoin de soutien concret dans la charge de travail. Sans compter qu'il est parfois difficile de reconnaître ces difficultés. Ne pas apparaître comme faible, préserver l'image de soi, et peut-être aussi crainte de répercussions professionnelles négatives par rapport à la carrière. Hein, c'est par rapport à la confrontation des patients en phase critique et à leur famille, et face aux dilemmes éthiques, que nous pouvions être les bienvenus pour ces questions-là. Hein, donc la mise en place de ces plateformes d'écoute témoignait pour le gouvernement d'une volonté d'écoute de la souffrance des soignants. On prend soin de nos soignants puisqu'on met des psys à leur disposition. Les vrais problèmes se trouvent ainsi noyés. Hein, ce n'est pas de psy dont ils avaient le plus besoin, sauf qu'un particulier, mais de reconnaissance. Et la reconnaissance, ça passe par quoi dans notre société? Le fric. Hein, on a vu encore dans les manifestations de mardi, la reconnaissance du travail, la revalorisation, bien sûr, matérielle. Donc, notre succès ne nous empêche pas de remarquer l'existence d'un discours paradoxal prônant la reconnaissance d'utilité publique des psychologues pour les étudiants, les soignants, et aussi face au chaos social, tout en proposant des mesures qui, pour le moins, posent question. Alors, mesures, je me suis rendu compte que je les avais prises dans l'ordre inverse, c'est pas grave. Hein. Mesures 16 et 19, des assises de la santé mentale, de l'automne dernier. Renforcement des CMP infanto-juvéniles et adultes. Création de 1800 postes, je crois, hein, toutes fonctions confondues pour plus de 3000 CMP. Besoin d'être fort en maths pour voir le site du problème. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les psychologues, nous sommes invités dans le secteur public, hôpital, CMP, comme dans le médico-social, à se déclarer en auto-entrepreneurs pour intervenir dans les institutions. Nous devenons de ce fait prestataires de services, exclus de la vie et de la réflexion institutionnelle, exclus de l'élaboration des projets, des questionnements. Peut-être, sans doute, dans le but d'exclure toute pensée potentiellement subversive. Hein, on nous reproche régulièrement de couper les cheveux en quatre, par nos questionnements de ce qui paraît comme des évidences. Je me souviens un jour, un médecin, un somaticien, me dit mais vous ne fichez rien, vous les psychologues. Ça ne m'en fait rien, les psychologues, on ne sait jamais où on est. Je lui avais répondu un peu provocante, mais nous ne sommes pas payés pour travailler, nous sommes payés pour penser. Alors il a froncé les sourcils et il a changé de sujet. Aujourd'hui, parfois le simple fait d'interroger les pratiques professionnelles, de questionner des projets, suffit pour qu'on nous identifie comme des réfractaires. Ça, c'est quand même relativement récent. De mon côté, moi je me souviens, on comptait vraiment sur... et vous, les psychologues, vous en pensez quoi?
de par notre formation et nos outils spécifiques, bon, maintenant, on dérange. Mesure 18. Prise en charge par l'assurance maladie de 8 séances chez le psychologue. Mieux que rien, disent ça, c'est super, mieux que rien, disent certains. Pire que tout, disent d'autres. 8 séances prescrites par un médecin généraliste qui, comme chacun sait, est parfaitement formé aux soins psychiques et à la psychopathologie, note la cofondatrice du manifeste de psy. Donc, je disais, 8 séances prescrites pour les enfants à partir de 3 ans, les adultes bien sûr, présentant, je cite, des troubles légers à modérés. Sommes-nous incompétents pour des troubles plus sévères et sans traitement? Pardon, j'ai dit prescription, en fait, le terme prescription a été remplacé par l'adressage. 40 € la première... Oui, je vous parle encore des sous. 40 € la première séance de 55 minutes, 30 € les suivantes, sans dépassement d'honoraires possible. Donc cet adressage, entre guillemets, ressemble comme 2 gouttes d'eau à une tentative de paramédicalisation de notre profession, s'indigne le SNP, Syndicat national des psychologues. Face à cette pratique et au montant du remboursement, des collègues parlent d'ubérisation de la profession. Emmanuel Macron a exprimé avec cynisme que, je cite, le conventionnement n'intéresserait pas les psychologues aguerris, mais qu'il serait bien profitable à leurs jeunes confrères peinant à boucler leur fin de mois. Fermez les guillemets. Je ne peux que partager les commentaires de Camille Maori-Kaidi, qui est la cofondatrice de ce fameux manifeste psy dont je parlais là à l'instant. Pas de respect du sens du travail psychique et de la psychothérapie. Pas de respect de l'éthique professionnelle des psychologues. Pas de respect de la souffrance des patients pour lesquels le dispositif peut être maltraitant, puisqu'il engendrera des ruptures brutales à l'issue des séances remboursées, en sachant qu'elles peuvent être renouvelées une fois par le médecin généraliste et ensuite le tampon du psychiatre pour prolonger. La question transférentielle et contre-transférentielle est balayée d'un revers de main. Or, le transfert est à la base de toute relation thérapeutique afin de créer les conditions favorables à l'expression de l'intime, à la confidentialité et donc à l'élaboration des conflits et traumas. Quid de la prise en compte du temps nécessaire à chacun pour évoquer, élaborer cette souffrance psychique et ces traumas. Le temps psychique et temps chronologique, ça ne correspond pas. La logique économique du contrôle des pratiques l'emporte sur le soin, l'accompagnement à la compréhension de ces conflits et traumas. C'est un dispositif à moindre coût, présenté comme une panacée et une prise en compte de la souffrance psychique des personnes. Si je peux me permettre une métaphore que les plus vieux d'entre nous comprendront, c'est du Canada Dry. Ça ressemble à du soin, mais ça n'en est pas. Pour l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais ça n'en est pas. Donc si vous êtes riche, vous pouvez rencontrer aussi longtemps que vous le nécessaire un professionnel aguerri, pour reprendre le propos de M. Macron. Si vous êtes pauvre, bien tant pis pour vous. Vous vous contenterez de quelques séances avec un jeune professionnel, si votre généraliste y consent. D'autant plus que si vous n'avez pas les moyens d'un monde libéral, il n'est pas du tout certain que vous soyez accepté dans les CNP. Un certain nombre d'entre eux organisent une première rencontre, soit avec un infirmier, soit avec un psychiatre, qui décideront si oui ou non vous verrez un psychologue. Pour montrer pas de blanche. Jusqu'ici à Flers, tant que j'y étais, je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant, quels sont les projets, mais jusqu'ici à Flers, toute personne désireuse de rencontrer un psychologue pouvait le faire. Nous faisions nous-mêmes l'évaluation avec le patient, donc pour comprendre, pour voir de quoi il retournait et quelle était la demande. Et il me semble que bloquer l'accès direct des patients aux psychologues est une véritable injustice pour ces personnes qui n'ont pas les moyens de se tourner vers le privé. Pour moi, la mission du service public n'est pas remplie. 8 séances pour travailler et soulager la souffrance laisse perplexe. Vous allez vous dire, elle a bien fait d'arrêter de bosser parce que la mère est dépitée. Ce qui n'est pas complètement faux. Et dernièrement, j'ai assisté à une conférence, à un salon littéraire, j'ai assisté à une conférence d'une écrivaine, et face à ses propos, une participante lui a demandé, mais avez-vous foi en l'humanité? Elle a répondu, quelle drôle de question. Bien sûr que non. Bon, je dis ça avec le sourire, parce que je suis plutôt d'un naturel optimiste, ceci dit. Bon, sachant que côté psy, c'est le parcours du combattant pour se faire rembourser,
cite les psychologues ayant participé à l'expérience lancée en 2018 concernant le dispositif soins aux étudiants et au dispositif enfants-ados. Gilles Mété, qui est la CGT ici, voit dans tout cela un processus de libéralisation de la santé et l'inscrit dans un contexte de paupérisation de la santé mentale en France. Il est persuadé que le faible tarif proposé par le gouvernement ne sera pas tenable. Il anticipe de ce fait la mise en place d'honoraires libres avec soit paiement du complément par les patients, soit par les mutuelles. Lui se centre sur la défense du service public, sans quoi bon nombre de personnes ne pourront être soignées. Pierre de Lyon s'inquiète lui aussi de la façon dont est traitée la santé mentale en France et est inquiet pour son avenir. Et en psycho-oncologie, arrêté du 10 mars 2021 réglementant l'accès à ce qu'on appelle les soins oncologiques de support, soins dont font partie les suivis psychologiques en cancérologie. Les suivis, c'est un soin de confort en cancérologie. Ce suivi s'effectue uniquement en libéral par conventionnement. Prescription de 6 séances à répartir entre la diététicienne et le psychologue, suivant les besoins des patients, en sachant que ce suivi après cancer est soumis à conditions. Des comptes rendus de séances doivent être remis à l'ARS, à l'oncologue et au médecin généraliste. C'est quand même un peu plus par rapport à l'éthique. Obligation, si le patient s'absente à 2 séances consécutives, de le signaler. Alors, là aussi, quel respect du fonctionnement psychologique, psychique et somatique du patient? Quel respect du cadre thérapeutique proposé par le psy? Là encore, on peut être séduit par cet arrêté, c'est super, la décision remboursée, qui propose donc une prise en charge financière des consultations psy, mais qui méconnaît totalement la clinique du sujet, pris dans le traumatisme d'une maladie grave. Le soin psychique s'inscrit dans une temporalité qui appartient au patient, pas à l'ARS. L'arrêté stipule également les collègues libéraux engagés dans ce processus s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à la poursuite du suivi lors de ces congés ou empêchements pour éviter une rupture du parcours de soins faisant fi d'un corps de c'est affligeant. Mesure 3. Renforcement de la prévention de la souffrance au travail. Je ne vais pas beaucoup développé, mais enfin, je vais terminer sur ce point, puisque nous, psychologues, nous sommes concernés, puisqu'on est interpellés. Partout, nous entendons parler de lutte contre les risques psychosociaux. Ça semble aussi être une très bonne intention. Mais le paradoxe, c'est que, comme vous me reprenez, Jean-François, je t'en ai parlé, le paradoxe, c'est que ce sont les organisations managériales elles-mêmes qui les créent. Ils créent quelque chose, et après, il faut lutter contre. C'est quand même formidable. Enfin, ça fait travailler du monde. Il y a tous les managers qui s'évertuent à dire comment on pourrait faire pour qu'ils souffrent plus au travail. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Eux-mêmes sont pris effectivement dans des organisations. Donc, ça fait travailler les managers. Ça fait travailler les audits, parce que comme il y a la souffrance au travail dans un établissement, dans une entreprise, tu peux aller jusqu'à des suicides, on en a à faire. Ça n'a pas été reconnu comme tel, un collègue qui s'est suicidé. Ça crée beaucoup de douleur. Donc les audits qui vont venir évaluer les dégâts, audits que vous payez la peau des fesses, et qui vous disent ce que vous savez déjà. Il y a des fameuses histoires, tu veux leur raconter, Jean-François, tu me racontes l'histoire du berger dans la montagne. Il y a un berger dans la montagne, et puis qui vit là, il travaille avec son cheptel, et puis un jour, il y a quelqu'un qui arrive de la vallée, complètement catastrophé, dépité, il faisait une fête, et il avait prévu de faire un méchoui avec un mouton, et sauf qu'il avait oublié de commander le mouton. Alors, il va voir le berger, et puis il lui demande, vous voulez bien me céder un mouton? Puis le berger ne dit pas, alors l'autre insiste, je décide de comment je vais faire, vous vous rendez compte, j'ai plein de gens à la maison, et je vais vous payer, je veux pas de votre argent, patati patata, enfin bon bref là. Et puis là, le type en question a une idée lumineuse, écoutez, je vais vous faire un état des lieux complet de votre troupeau. Combien vous en avez, combien il y a de mâles, combien il y a de femelles, les animaux à venir, les moutons susceptibles d'être malades, les patati patata, enfin tout ça. Et en échange, vous me donnez un mouton. Bon, ben, je lui dis, pourquoi, bravo, ok. Donc l'autre il fait son taf, et il rend son rapport avec tout, le berger s'incline et il dit, ouais, choisissez un mouton. Alors le type prend un animal,
et s'apprête à partir. Et là-dessus, le berger, quand il toque à la fenêtre de la voiture, il lui dit « Donc vous, là, non seulement vous me dites des choses que je connais déjà, mais en plus vous avez embarqué mon chien. » Elle est bonne, hein. Et ceux qui travaillent ici dans les troisième catégories qui travaillent, et là c'est les professionnels qui vont devoir s'occuper des salariés en souffrance. Alors les psychologues, bien sûr. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure que les organisations managériales, c'est vrai, apportent absolument tous les ingrédients pour créer la souffrance au travail. Et c'est très bien fait. Surcharge de travail, exigences contradictoires, non-participation aux décisions les concernant, changement organisationnel mal géré, insécurité de l'emploi, inefficacité de la communication, avec une confusion communication et information. Ça me sidère toujours. Moi, je fais partie des instances hospitalières. On communique, mais non, ils nous disent, pas seulement la communication, harcèlement moral, voire sexuel parfois. Donc, ils les créent, ils en ont les effets négatifs, absentéisme. Hein, il y a même, dans certaines entreprises, des responsables absentéistes. Crée de l'absentéisme et crée un poste, c'est merveilleux. Présence inefficace au travail, accident de travail, etc. Hein, le coût est important. Tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour éviter tout cela. On donne de l'autonomie, on apporte du soutien, on reconnaît le travail, le sens au travail, les changements de travail, conciliation du professionnel et du privé. Hein, mais aucune mesure, aucune de ces réponses n'est apportée. En revanche, on va avoir recours aux psychologues qui se trouvent donc instrumentalisés, comme tu disais Jean-François, dans une position de régulateur social. Et nous rencontrons au CMP beaucoup de patients en souffrance au travail. Nul milieu n'est épargné, je crois. J'en ai rencontré un il y a quelques temps, donc avant mon départ. Je l'ai rencontré que très très peu de fois car il est reparti travailler sur Caen. Quand je l'ai vu, il était en partie, comme on dit, retombé sur ses pieds grâce au travail, à des entretiens infirmiers dont il avait bénéficié sur le CMP. Et c'est l'infirmière qui suivait qui m'avait d'ailleurs adressé. Il m'avait expliqué comment, travaillant dans une entreprise automobile, on l'avait promu responsable d'un secteur. Il est mécanicien de formation. Puis petit à petit, on l'a fait redescendre toutes les marches. C'est-à-dire, responsable d'un secteur, on lui a demandé, tu vas être responsable du secteur, mais en même temps, tu vas réparer juste quelques voitures. Ok. Puis après, on lui demande, finalement, tu vas réparer les voitures. Et puis après, on lui dit, tu vas réparer quelques voitures et puis tu vas laver les autres. Et il a fini laveur de voitures. Et il me dit, non. Donc il est parti, lui, il a réussi à se tomber sur ses pieds. Il est parti, il a démissionné, il est parti, il a repris du travail très très rapidement. Et puis il me dit que son manager était un très mauvais manager, car il avait fait comme ça en sorte, je crois me souvenir, que 12 salariés démissionnent. Quand même, c'est un mauvais manager. Alors moi je lui ai répondu, je lui dis, je crois plutôt que c'est un très bon manager. 12 salariés en moins sans payer d'indemnité de licenciement, c'est de l'art. Et donc, on propose des suivis psychologiques aux agents en souffrance, ceux qui sont repérés comme tels, mais aussi on propose dans les hôpitaux, et entreprises, méditation, yoga, salle de sport. Et je reviens à ce que je disais au début. Alors, comme je disais, on soigne le poisson, mais on ne vérifie pas la qualité de vie vocale, et c'est vraiment centré sur l'individu. Et en plus, toujours est mis en avant la fragilité de la personne en souffrance. Ah oui, mais il est un peu dépressif. Sa femme l'a quitté, son mari est malade, il a des problèmes avec un de ses enfants, il a des fuites d'eau dans sa maison, je ne sais pas quoi. Et vous en connaissez des gens qui n'ont pas de soucis? Donc voilà, j'ai terminé là-dessus, donc voilà, je vous ai fait part de mon point de vue sur l'utilisation et l'évolution de la fonction des psychologues, un message qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Et peut-être que l'exposé aurait été un tout petit peu différent si mes deux collègues avaient pu participer, un regard de jeunes collègues. Moi,